également avec nous. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national de la planète des jeunes panafricanistes. Bonjour à vous Nestor et bienvenue. Allez-y Nestor, est-ce que votre micro est activé, Nestor Podacé? Vous me recevez? Allez-y Nestor, nous vous recevons. Ok, d'accord. Je disais que je vous salue. Je salue aussi votre co-présentatrice Sike Doumbé, mes co-panélistes Doke Yamtinga et celui qui est à côté de lui. Je salue tous les téléspectateurs du monde entier, tous ceux qui suivent Forum Média en ce moment, que ce soit en Afrique, partout où vous êtes. Je salue, vous stabiliser facilement. Ce n'est pas le cas. Mais il faut reconnaître que l'ennemi a tenté à plusieurs reprises, mais il n'a pas pu. Et cette fois-ci, c'était vraiment grave parce que depuis une belle lurette, il cherche, mais cette fois-ci, c'est parti trop loin. Voilà, cette fois-ci, ce qui a fait que moi, personnellement, j'étais très, très choqué, c'est dans le dispositif sécuritaire même du président Traoré, il y a deux sous-officiers, un adjudant et un sergent-chef qui sont dans le dispositif sécuritaire, ainsi qu'un capitaine même du dispositif sécuritaire. Le jour même des remises des matériels et de l'armée, si vous avez la vidéo, vous allez voir le capitaine qui a rendu hommage au président Ibrahim Traoré, c'est lui-même qui était impliqué dans le coup. Donc, Djibril Bassolé, qui est l'un des anciens généraux, je dirais ancien général parce qu'il est général de la gendarmerie, qui est actuellement en France, qui fut aussi ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, qui est l'un des piliers du système Compaoré, avec certains militaires, avec l'ancien président d'Amiba, qui est un militaire félon aussi, qui est actuellement au Bénin. C'est eux qui planifiaient et l'autre était chargé de planifier les choses pour l'exécution parce que c'est lui qui était à côté d'Ibrahim Traoré. Donc, vous voyez jusqu'où l'ennemi nous avait infiltrés pour pouvoir nous faire mal. Arrêter, c'est-à-dire arrêter de façon brutale notre transition au Burkina Faso. Mais Dieu merci, et avec les renseignements russes et aussi la grâce de Dieu et le renseignement burkinabé qui est très efficace actuellement, ils ont pu démanteler ce réseau, les mettre hors d'état de nuit et procéder aux arrestations. Donc jusqu'à présent, il y a d'autres qui sont en fuite. Obligé maintenant de faire sortir son grand jet et il s'est fait pris dans son propre piège. Donc ce que nous avons dénoncé en son temps, les gens pensaient que nous étions dans la diffamation. Voilà, aujourd'hui, les faits viennent confirmer. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'implications, même des civils. L'ancienne directrice de la SONAGES, Bénédicte, dedans aussi, il y a eu d'autres civils qui ont été arrêtés et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que le combat continue et vraiment, nous allons arriver, et par la grâce de Dieu aujourd'hui, je peux dire que la situation est sous contrôle. Le gouvernement est sorti faire un communiqué, la justice, les arrestations se poursuivent, tous ceux qui sont impliqués. En tout cas, moi, de mon souhait, je pense que c'est le moment pour le capitaine Ibrahim Traoré de nettoyer tous ceux qui sont impliqués. Parce que, il ne cherche pas à faire du bien au pays. Lui, il est venu dans l'intention de faire du bien au pays. Et il a fait une année. Il n'a pas montré un visage de dictateur. Il a montré un visage plus démocrate même que ceux qui se disent qu'ils sont démocrates. Mais si malgré tout ça, les gens veulent forcément l'éliminer, coûte que coûte, vaille que vaille, mais c'est très très grave et je pense qu'il faut mettre fin à ce genre de situation. Voilà un peu ce que je peux dire d'entrée de jeu. Je souhaite néanmoins que vous gardiez la parole, Nestor. C'est vrai que dans ce communiqué du gouvernement burkinabé, les identités n'ont pas été clairement révélées. On parle d'implication de certains militaires en fonction, certains même radiés, de certains civils ou encore des activistes. Qu'en est-il de la responsabilité de l'ancien patron de la... Je dis, je suis un vrai Burkinabé 100%. Je préfère mourir dans mon pays que d'aller mourir dans un pays voisin de façon lâche. De toutes les façons, une fois que tu sors du ventre de ta maman, tu vas mourir. C'est pour ça que j'ai fait une mise en garde sévère envers la France. Si tu oses bombarder, si tu ne livres pas d'Amiba, et que tu oses tenter quoi que ce soit, c'est tes ressortissants qui seront en danger. Et nous allons nous occuper d'eux. C'est pourquoi en son temps, on m'avait accusé de tout, à tort et à travers. Mais aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Donc, Damiba étant là-bas, la semaine même avant le coup d'État,
j'ai alerté, nous avons reçu des alertations qu'il y a eu de l'armée française au nord du Togo et que Damiba était avec eux. Donc, j'ai informé le renseignement burkinabé pour dire Damiba est au Togo, mais à vérifier. Alors, donc, plus ça progressait le 10 janvier, le ministère des Affaires étrangères français fait sortir une note pour dire Burkina Faso, danger, ces ressortissants n'ont qu'à faire attention. Donc, immédiatement, j'ai capté ça aussi. J'ai envoyé acquis de droit et j'ai dit à chaque fois que la France fait un communiqué pour avertir ses ressortissants, il prépare quelque chose de louche contre nous. Donc, réveillons-nous. Et en même temps aussi, nous avons reçu d'autres informations par rapport à Damiba et d'autres choses. Il y avait eu plein d'implications. Même l'armée américaine était aussi là-bas, puisque l'armée américaine veut encercler le Burkina Faso. Donc, voilà un peu ce que je veux dire par rapport à Damiba. Mais ce qui concerne l'ancien patron de la gendarmerie, moi, personnellement, ça ne me surprend pas, parce que c'est le bon petit de Djibril Bassolé. Il est aussi ami au neveu d'Alassane Ouattara qui était impliqué dans le coup d'État de septembre qu'on appelle Bamouri Ouattara. Il y a aussi chose. Et puis, il faut reconnaître que depuis que Ibé est arrivé, lui étant le patron de la gendarmerie, ancien commandant de l'unité spéciale de la gendarmerie et chef d'état-major général de la gendarmerie, on sentait qu'il n'était pas trop dans la dynamique de reconquête du territoire tel que les VDP, les militaires sont engagés. Mais lui, on ne sentait pas trop sa volonté d'être en phase avec la nouvelle dynamique que nous, on a enclenchée. À tel enseigne qu'un de mes collègues, un de mes camarades panafricains, le président de l'Africa Révolution du Burkina Faso, Mohamed Sinon, est sorti faire vidéo en essayant d'attenter à la vie du capitaine Ibrahim Traoré ainsi que les autres responsables de la transition. Donc aujourd'hui, ce matin, nous apprenons qu'un capitaine de l'armée ivoirienne a été assassiné tout simplement parce qu'il a critiqué comme on appelle le petit frère d'Alassane Ouattara. C'est le capitaine Niamian Kwaku Armand, immatricule 0091 22 043. Il a été affecté au groupement ministériel des moyens généraux de Côte d'Ivoire, qui était détenu, et il a été détenu et torturé pour avoir critiqué le petit frère d'Alassane Ouattara. Ensuite, il est mort de ces tortures. Voilà, donc nous tenons à dire que Ado est un criminel, mais si c'était Ibé, on allait entendre les néocolonialistes le traiter de tous les noms. Donc nous interpellons le droit de l'homme d'aller voir Alassane Ouattara, qui assassine les officiers, les sous-officiers, les militaires ivoiriens de façon gratuite. Alors qu'ici, c'est des gens qui tentent à tuer Ibé ainsi que son équipe, tuer des Burkinabés pour le pouvoir. Mais eux, on ne les tue pas, on les arrête juste. Et il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la vie, de qui doit vivre, qui ne doit pas vivre. Et je pense qu'ils ont le monopole de la vie, le monopole de la vision du monde. Ils veulent imposer leur façon de voir les choses. Donc voilà ce que je tenais à donner par rapport à ce qui s'est passé sur cette tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci à vous, Nestor Podassi. On revient ici sur le plateau, Dr Yomtimba, à la suite de Nestor Podassi. Est-ce que cela veut dire que le gouvernement du président Ibrahim Traoré ne fait pas, est-ce qu'on pourrait penser que ce gouvernement aujourd'hui ne fait pas l'unanimité, même si on sait qu'au sein de le codex révolutionnaire qui se met en place. Et dans cette contradiction, ou si vous voulez, dans cette opposition, ou dans cette opposition, il va y avoir nécessairement, si vous voulez, il va y avoir à un moment ou à un autre des moments de conflit ouvert. Oui. Et ces moments de conflit ouvert, c'est par exemple ce que vous avez vu dernièrement au Burkina Faso. Parce que d'un côté, vous avez un certain nombre d'intérêts qui sont en place et qui ne veulent pas du tout être bousculés. Et vous avez de l'autre des intérêts, si vous voulez, une certaine idée qui vient bousculer ce statu quo-là, et qui va dans le sens de la conquête de la justice et de l'instauration d'une ère nouvelle et d'une ère de liberté et de justice, de souveraineté, alors que de l'autre côté, les gens s'étaient installés, ils se vautraient dans, si vous voulez, ils se vautrent dans une espèce de confort, de complaisance, de compromission avec quelque chose qui aliène le peuple. Et l'idée nouvelle qui émerge vient mettre fin à cette aliénation et vous avez nécessairement un conflit ouvert. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, et c'est le deuxième élément, que vous avez donc en fait
en présence des forces révolutionnaires et des forces réactionnaires. Ce n'est pas nouveau. Lénine a fait face à ça. Ok. Bon, alors, quand on en parle comme ça, le monde européen, parce que le monde occidental ne veut rien dire au fond, le monde européen et tout son bas, et des Algériens qui étaient acquis aux intérêts français. Vous avez vécu ça au Cameroun, où vous avez eu Oumyobé et ses compagnons et une lutte menée de 1948 à 1972 de façon ouverte et qui s'est prolongée jusqu'aujourd'hui, qui se prolonge jusqu'aujourd'hui, où vous avez la dynamique révolutionnaire portée par l'UPC Oui. et toute cette dynamique réactionnaire qui est représentée par, si vous voulez, le camp ojolatiste qui s'est mué donc en Union camerounaise, Union nationale camerounaise et RDPC et tout le reste aujourd'hui. Donc ça c'est l'histoire. C'est pour dire quoi? Ce qui se passe au Burkina Faso n'échappe pas à l'histoire. Et cette analyse historique permet de comprendre pour quelles raisons. Parfois, vous nous entendez utiliser le terme d'endocolon. Oui. Mais ce n'est pas un terme qui sort de nulle part ou qui est utilisé par hasard. Ça veut dire quoi? C'est en réalité une manière qui était simple, mais de désigner ce qu'on appelle les forces réactionnaires. Celles qui résistent à la poussée révolutionnaire, celles qui résistent à l'indépendance, l'autonomisation, la conquête de souveraineté du peuple et qui se complaisent dans ce qu'on appelle, dans ce qui est, si vous voulez, domination étrangère. Ouais. Donc, ce qui se passe au Burkina Faso, en fait, vous trouverez nécessairement des hommes d'affaires, et ça c'est très intéressant parce que des civils sont impliqués, qui sont Tout des à chefs fait, d'entreprise, des des hommes d'affaires. Oui. Pourquoi? Mais parce que les militaires n'ont pas d'argent pour financer ce genre de choses. Il leur faut Ok. des banquiers, il leur faut des circuits économiques qui leur permettent de faire circuler les fonds. Il leur faut un ensemble de compétences qui sont en dehors de la sphère militaire, Oui. pour pouvoir organiser de telles activités et de telles opérations. Et donc, du coup, suffisant pour interpeller ces gens-là. Vous pouvez pas exporter 33% des matières premières exportées dans le monde, Ouais. mais vous ne représentez que 2% de commerce mondial. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a des groupes Oui. qui, effectivement, Tout à fait. profitent, qui sont présents et occupent la place qui est la vôtre. Ça veut dire que vous êtes purement et simplement des colonies, parce que c'est les autres qui sont connus au niveau international. Tout à fait. Et donc, du coup, le Burkina Faso subit, en fait, cette dure réalité de la colonisation et les efforts qui sont produits par les Nestor Podacé, par le capitaine Ibrahima Traoré et toute son équipe, et par ce qui se fait au Mali, au Niger, à RCA, et par le panafricanisme tribunitaire qui est animé de plus en plus au niveau du Cameroun, tout cela participe en fait de cette confrontation entre des forces révolutionnaires qui recherchent la libération de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique, Ouais. l'indépendance, le développement de l'Afrique, et des forces réactionnaires qui se complaisent dans la domination française d'une partie de l'Afrique. Et vous voyez que ces forces sont tellement puissantes qu'elles ont pu imposer, par exemple, à l'Organisation de l'Unité africaine et à l'Union africaine, des concepts aussi terribles, dangereux, graves, des concepts qui mettent en danger le développement de l'Afrique, tels que l'intangibilité des frontières, que heureusement, une alliance comme l'AES, la charte de l'Iptako-Gourma, essaie de battre en brèche pour que nous n'ayons plus ces frontières héritées de la colonisation. Donc, je crois qu'il faut rassurer notre Nestor Podacé et l'encourager davantage dans le combat qu'il mène et qu'il transmette aux autorités du Burkina Faso tout le soutien de tous les révolutionnaires et de tous les panafricanistes, parce que le panafricanisme est une révolution, et qui rêvent de conquérir la liberté, la souveraineté, le développement de l'Afrique, mais qu'on soit lucide. Ouais. Il y a beaucoup de forces réactionnaires, il faut les identifier, les neutraliser, parce que nous sommes en guerre. Et cette guerre, elle est brutale, elle est violente, mais nous n'avons pas, il n'y a pas de plan B. Pour nous, les Africains, il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un seul plan: vaincre, obtenir la victoire et libérer notre peuple. Merci à vous, docteur Yamtimba. Docteur Soro, votre copanéliste évoque des faits historiques. Et il l'a si bien dit, le Burkina Faso n'échappe pas à l'histoire. Qu'est-ce que nous devons comprendre par cette nouvelle tentative de déstabilisation qui est la 4e en 15 mois depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré? Ça fait 4 fois qu'on a tenté de le renverser, voire de déstabiliser la transition burkinabé.
La situation est tellement critique que moi je vous dirais qu'on prendrait une journée, on ne finirait pas d'expliquer clairement la chose aux Africains. Alors, pour faire simple, il faut leur dire que le coup d'État, la tentative d'assassinat sera toujours permanente. C'est-à-dire qu'aucun pays africain, c'est sur votre plateau hier qu'on nous rappelait l'instruction ferme que les États-Unis ont envoyée aux pays africains en leur disant allez chercher des partenaires. Mais ce qui veut dire que si vous ne faites pas ce que nous voulons, vous n'êtes pas un État et on peut faire ce qu'on veut de vous. Une fois qu'on installe ce contexte, il faut donc rentrer à la source pour comprendre qu'est-ce qui est en jeu. Vous savez, quand les gens disent que nous sommes dans la mondialisation, pour eux, vous devez comprendre en tant qu'Africains qu'ils sont en train de vous imposer que aujourd'hui le monde leur appartient et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et ça, ils l'ont décidé, je le répète toujours aux gens, ils l'ont décidé depuis la première expansion coloniale du XVIe siècle. Ceux qui ont créé ce régime. Ouais. Quand vous regardez le dollar, ils vous disent que c'est le nouvel ordre mondial. Hein. Et ce nouvel ordre-là, ça veut dire qu'ils veulent revenir à la seigneurie. Ils sont les seigneurs. Ils ont les ouvriers quelque part en Asie. Et vous, en Afrique, vous êtes des esclaves. Ils viennent prendre la matière première et quand ils ont un surplus, ils peuvent vous le vendre. Et vous devez le prendre dans les conditions qu'ils veulent. Vous avez contre vous ces gars-là. Vous avez contre vous l'administration bourgeoise qui a vécu de ce système et qui, pour elle, venir changer peut remettre les cartes à jour et faire qu'ils perdent quelques privilèges. Vous aurez donc dans votre propre camp des gens qui ne veulent pas que ça avance. Et vous aurez logiquement contre vous quelques personnes de votre camp qui veulent changer, mais des divergences stratégiques pouvant intervenir, il y a aussi ce camp à gérer. Donc vous avez trois forces qu'il faut maîtriser. Et face à cela, quand vous regardez, ce n'est pas seulement en Afrique que ça se joue. Il y a aujourd'hui au moins 7 fronts ouverts. Vous avez, moi je vais prendre les plus récents, vous avez vu les élections à Taïwan. Il y avait bien là des Taïwanais qui estiment qu'il ne faut rien, il ne faut pas aller en guerre contre la Chine, c'est quand même la mère patrie, rentrons faire continent. Et vous avez les Taïwanais soutenus par qui on connaît, qui disent non, Taïwan est notre ouvrier. Taïwan possède la source de vie de la technologie de demain. On ne peut pas laisser les Asiatiques, les ouvriers, en devenir des maîtres et partager ça de manière équitable avec eux. Et vous avez des Taïwanais qui sont entre les deux, qui disent qu'on peut négocier, on peut... Donc là-bas, il y a une guerre antagonique. Et on voit bien les acteurs, on voit la Chine qui dit non, on voit les États-Unis qui interviennent ouvertement. C'est pas de la blague. Vous avez en Europe la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est quoi? C'est l'extension de la capacité à défendre pour venir combattre en Afrique. Les Occidentaux estiment que ne pouvant plus seuls faire face à ce qui veut se passer en Afrique, il faut que la Russie les aide à agir. La Russie n'est pas d'accord avec eux sur certains principes. Eh bien, ils veulent lui mettre la pression en poussant la barrière d'agressif vers l'Ukraine. Ça a donné ce que ça a donné. Oui. Et vous voyez bien que l'Europe est en guerre. L'ensemble de l'OTAN est en guerre contre la Russie, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Il y a à côté ce qui vient de se passer au Moyen-Orient et qui continue. Vous voyez bien un génocide à ciel ouvert. Personne ne dit rien. On vous dit au nom de la défense, on peut bombarder les hôpitaux, on peut faire ceci. Mais ce qui est en jeu, c'est qu'il y a le coffre-fort du pétrodollar au Moyen-Orient. On a peur qu'il tombe entre les mains des gens qu'on ne contrôle pas bien. Et ça a commencé par la déstabilisation de l'Irak à son temps, la déstabilisation de la Syrie. Maintenant, il n'y avait plus à se cacher. Quand les Palestiniens ont dit non, il faut qu'on nous redonne notre pays, tout est là. Et c'est les mêmes acteurs. C'est les mêmes acteurs avec les mêmes règles, les mêmes principes. Ils disent que ces gars n'ont pas droit à un espace parce que ça séquence de l'Arrested Development. On a décidé que vous ne devez pas vous développer, vous déranger. Vendez-nous ce que vous avez en matière première. On pourrait voir dans quelles conditions. Et on a mis dedans les acteurs intellectuels conditionnés pour entretenir. Malheureusement, les peuples africains sont en train de pousser. Les peuples en train... Ce qui se passe à l'AES, c'est un mauvais exemple vu de l'Occident. C'est-à-dire que les gars ont compris l'ordre des priorités. La première, c'est la défense, la sécurité. La deuxième, c'est l'alimentation, l'industrie alimentaire, se nourrir en produisant. La troisième, c'est l'organisation selon nos modalités de la gestion de la République, la chose publique. Et vous voyez un militaire qui est en train de dire qu'il va construire la démocratie. Ce jeu, ça ne marche pas. Si Ibrahim leur disait là comme Kaka Déby qui veut devenir président,
On n'a rien fait. Parce qu'on allait lui dire qu'on te donne les moyens pour faire ça. Mais on sent bien qu'il veut donner une place au peuple. Parce que ce qu'on veut intégrer, qu'ils n'ont pas, c'est que désormais en Afrique, les deux choses élémentaires sont le peuple et la République. Quand vous les avez, vous pouvez donner le pouvoir à qui vous voulez. Dès que vous avez organisé les institutions de telle manière que le peuple ait le pouvoir et qu'il puisse le transmettre, on comprend tout de suite qu'on ne peut plus vous imposer des dictats. Alors les Africains ont donc pris les devants. Ils ont décidé qu'ils iront dans ce chemin. Ils ont quelques poches de résistance, mais ils sont en train d'avancer. L'Occident a donc décidé de faire autrement. Moi, je vous dis, ce n'est même pas encore fini. C'est-à-dire que dans les plans, si on regarde les piscines de ces pays-là, on va voir qu'il y a les plans chaque jour pour voir comment on va éliminer ou neutraliser le système. Chaque jour, ils ne travaillent que sur cela. En même temps, ils sont en train de travailler un discours pour gagner au sein de l'opinion nationale de ces pays-là quelques affinités qui puissent démontrer que les gouvernements militaires ne marchent pas. C'est pour ça que vous avez des velléités de gens là-bas qui vous lèvent, qui vous disent que non, on était en train de construire la démocratie. Vraiment, il faut laisser le pouvoir aux civils, il faut faire ceci. Mais ils ne reviennent pas sur les éléments essentiels. Que quand on va concevoir cela, comment on assure la sécurité de nos peuples, comment on assure le bien-être de nos peuples, comment on assure la dignité de nos peuples. Et demain, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, théoriquement, je dis aux Africains, nous sommes à un point d'inflexion. Intégrons que les autres ne viendront jamais faire à notre place ce qu'il nous faut faire pour notre bonheur. Quand les autres agissent, c'est pour leur bonheur. Donc à l'Afrique d'agir pour son propre bien-être. Merci à vous, Dr Sow, d'ailleurs pour toutes ces précisions. Je pense que c'était tout, l'essentiel pour ce sujet d'accueil, oui. Avant notamment de prendre la thématique centrale de ce jour. Ici, le Centrafrique accueillait sur son sol une base militaire. De toutes les façons, l'idée germe de plus en plus. L'annonce a été faite, entre autres, par le conseiller du professeur Faustin Archange Touadéra. Il s'agit de Fidel Gwandika. Le Centrafrique souhaite donc accueillir une base militaire russe sur son sol. Une nouvelle forme de relation, de coopération qui implique la formation des soldats centrafricains avec pour contrepartie l'installation donc de cette base militaire qui devrait donc recevoir 10 000 soldats russes. Comment doit être perçue cette forme de coopération militaire? L'installation d'une base militaire russe en Centrafrique peut-elle contribuer entre autres à la montée en puissance justement des forces armées centrafricaines? Faut-il se réjouir? Quelles implications notamment sur le plan géostratégique voire géopolitique? Premier tour de table avec vous, Dr Yam Timba. Il faut prendre cela de plus en plus au sérieux quand c'est le porte-parole, du moins quand c'est le conseiller du président Faustin Archange Touadéra qui le dit. Le Centrafrique souhaite donc accueillir une base militaire russe sur son sol. Toutes les dispositions ont été prises jusqu'ici pour accueillir un peu plus de, ou du moins un peu près de 10 000 soldats russes sur le territoire. Est-ce qu'il faudrait déjà se réjouir de ce souhait formellement donc émis? Deuxième volet de ma question, quelles implications, notamment sur le plan géopolitique, voire géostratégique, au regard de la dynamique qui est impulsée du côté du Centrafrique? Je pense qu'il faut s'interroger prioritairement sur les objectifs. Si vous voulez, quel est le phasage de la dynamique mise en place par le professeur Touadéra et par ses équipes. J'aime parler de ses équipes parce que il faut que nous enlevions de la tête de beaucoup de gens. Et je crois que l'ethnie européenne a tendance à voir les choses comme ça. En Afrique, on parle de son équipe, le président, et c'est très facile pour eux de dire « Ah ouais, c'est un dictateur » de ses équipes. Parce qu'il est seulement le président. Et il y a donc l'équipe gouvernementale, il y a l'équipe parlementaire, il y a l'équipe, il y a les profonds de la relation de le Centrafrique et la Russie. Les Américains, les Européens, je n'aime pas dire les Occidentaux, conceptuellement, ça n'a aucun sens. Les Européens, les Américains, mais tout ça c'est l'ethnie européenne, a un problème sérieux. Et encore une fois, rentrons dans l'histoire. Ils ont un très sérieux problème. J'aime ce que le Dr Sow a dit tout à l'heure. Et c'était probablement pour moi l'élément le plus intéressant sur le plan de l'analyse stratégique que nous ne répétons pas assez. Au fond, ce que cherchent les Européens et les Américains en Ukraine,
c'est de rappeler aux Russes qu'ils ont besoin de leur soutien et de leur collaboration pour maintenir l'Afrique sous contrôle. N'oubliez jamais ce que Helmut Kohl a dit dans les années 80. Vous laissez l'Afrique se développer. Oui. Nous ne ferons jamais la même erreur que nous avons faite avec la Chine, parce que si vous laissez l'Afrique se développer, c'est fini, c'en est fait de nous. Et Poutine n'a pas été, n'y est pas allé par quatre chemins en disant, en réalité, sans l'Afrique, des pays comme la France se retrouveraient au milieu de classement au niveau international. Parce que l'Afrique, c'est les matières premières. C'est Berlin, il faut toujours s'en souvenir. Nous irons en Afrique parce que nous aurons là-bas les matières premières qui seront d'accès libre et qui seront gratuites. Et nous aurons là-bas des marchés qui seront sécurisés et qui constitueront des débouchés pour nos produits manufacturés. Voilà l'esprit de Berlin. Qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé, mais qui était déjà quelque chose qui se structurait depuis le XVIIe siècle, lorsque par exemple la Grande-Bretagne signe, lorsque la royauté de la Grande-Bretagne signe ce qu'on appelle la Charte des Indes, pour 1000 ans, en 1676. Ça veut dire que c'est des gens qui se disaient, en 2676, il faut que le Royaume-Uni ait toujours le contrôle de l'Inde. Est-ce que vous imaginez la capacité de projection? Ouais, projection, oui. Donc, c'est comme ça qu'ils imaginent le monde. Et aujourd'hui, que vous essayez de les déstabiliser, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc, ils réagissent de toutes les manières. Ce qui se fait là, ça s'appelle dans l'histoire la recherche des alliés objectifs. La République centrafricaine, dans la situation dans laquelle elle se trouvait, et le président Touadéra, quand il devient président en 2016, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, avait déjà été Premier ministre, avait préalablement été Premier ministre pendant 3 ans. Oui. Et avant ça, il avait été pendant longtemps recteur de l'université de Bangui, donc suivait de très près ce qui se passait en RCA. Ensuite, il a été au cœur de la gestion de ce qui se passait en RCA pendant 3 ans. Et quand il arrive, il sait qu'il a besoin d'alliés objectifs. C'est très important ce terme qui est utilisé par les leaders historiques pour la première fois de manière conceptuelle par Mao Tse-tung dans les années 40. Il a besoin d'alliés objectifs pour pouvoir... ce n'est pas non plus l'Allemagne conquise à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et on installe une base. Parce que il faudrait bien qu'on puisse rappeler toutes ces choses de façon très précise aux Européens et aux Américains et qu'on l'explique très bien à tous les Africains pour qu'ils comprennent que c'est une dynamique et ce n'est qu'un moment de phasage de cette vision-là. On a un allié objectif, on consolide et ce que la plupart des Africains ne savent pas, il y a eu des bases chinoises en Corée du Nord pendant très longtemps. Parce que la Corée du Nord s'était trouvée comme allié objectif la Chine. Le Vietnam s'était trouvé comme allié objectif la Chine. Et donc, dans le phasage d'une telle alliance, il arrive un moment où il faut une présence au sol des forces de l'allié objectif. Elle peut être renforcée ou alors, lorsque certains objectifs sont atteints, elle peut être ramenée chez l'allié objectif. Mais là, il y a manifestement une consolidation de la menace. C'est pas à moi de vous rappeler tous les échanges assez bizarres entre les États-Unis et la RCA ces derniers mois. Et du coup, il y a donc une demande de renforcement de la présence de l'allié objectif grâce auquel on est en train de se battre pour pouvoir conquérir et consolider la souveraineté du pays. Et je crois qu'en fait, la question ne serait pas de s'en réjouir ou de ne pas s'en réjouir. La question, c'est pour quelle efficacité. Et l'efficacité de cela, c'est que de manière générale, vous avez 10 000 soldats au cœur, au centre de l'Afrique. Ça met une telle pression aux Américains et aux Européens qu'ils comprennent tout de suite que c'est perdu. Même si certains estiment que 10 000, c'est beaucoup. 10 000 soldats. 10 000 soldats sur un territoire, du moins le Centrafrique.
ils estiment que petit. c'est beaucoup. C'est la moitié de bases militaires. Oui. C'est la moitié de l'armée centrafricaine aujourd'hui. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec l'idée qu'il y ait une armée étrangère en territoire centrafricain. C'est pour ça que nous critiquons la présence de la MINUSCA. Tout à fait. Si cette armée n'est pas sous le commandement direct et sous le contrôle direct du chef des armées de Centrafrique et du chef d'état-major des armées de Centrafrique, du ministre, très bien ce qui est dans le paquet. Donc, je crois qu'en fait, le Centrafrique a aujourd'hui intérêt à exprimer sa souveraineté avec ça. Et si ça leur permet d'éviter le quiproquo qui est né avec les Américains alors que les choses n'étaient même pas encore claires, il est bon d'aller de l'avant. Mais surtout, il est bon pour l'Afrique centrale. Mais là, je ne m'adresse pas à la CEMAC parce que pour moi, ce n'est pas un espace particulièrement viable. Je m'adresse à la CEAC qui a 300 millions d'habitants et qui a 7 millions de kilomètres carrés, ce qui au niveau international devient un espace critique, solide, respectable. Que faites-vous de la présence de 10 000 Russes? Vous qui voulez tant, qui avez clairement besoin d'alliés, d'un allié objectif pour pouvoir vous libérer et installer votre souveraineté et déclencher votre développement économique. On en parlera tout à l'heure lorsque vous rappellerez l'autre sujet sur un pays d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous en faites et comment conseillez-vous le Centrafrique sur la composition, sur les missions, sur le financement et sur l'impact et la valeur ajoutée attendue de la présence de cette base militaire? Voilà les vraies questions. Merci à vous, Dr Yambou Timba, Dr Soro. Alors, allié objectif, comme l'a si bien désigné le Dr Yambou Timba, mais on revient sur cette éternelle question, justement, depuis l'annonce de cette actualité, ou alors cette information. Certains continuent d'estimer que finalement, on quitte Paul Pierre. Au départ, la Russie est arrivée du côté de Centrafrique, effectivement, pour prêter main forte à ses militaires, et on a vu ces résultats très positifs. Aujourd'hui, on parle de renforcement avec la présence certainement d'une base militaire. Comment est-ce que vous expliquez cela? Vous pensez également que ça se justifie par l'objectivité, si on peut le dire comme ça, de cet allié ou alors de cette alliance qui lie les deux pays? Ceux qui pensent qu'on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, je leur demanderai quel conseil donnerait à une femme qui est battue par son mari. N'a-t-elle pas le droit d'aller chercher un autre qui au moins ne la battrait pas? Dans la perspective du développement de l'Afrique, moi je crois que la Centrafrique, en tant que république, a compris la première chose qu'il faut faire, c'est-à-dire se défendre. Ouais. Si vous êtes capable de vous défendre, on ne vous parle plus n'importe comment. Et pour moi, 10 000 hommes, c'est pas beaucoup. 10 000 hommes, c'est pas beaucoup. Quels que soient les angles dont on l'aborde, la superficie, l'étendue du travail à faire, et après les perspectives. C'est parce que c'est pas pour vous couper. On se plaignait quand même du nombre en ce qui concerne par exemple la présence militaire française sur certains territoires, dont la Centrafrique. On parlait de 5 000, 10 000, 15 000. Oui, mais on se plaignait de ce nombre. Le résultat, les Français amenaient des gens qui ne faisaient pas le travail pour lequel on avait dit clairement qu'ils sont venus. Et là-bas, la question se posait autrement, c'est-à-dire que ceux qu'ils ont amenés, par exemple, pour sécuriser le Sahel, ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. Ils ne pouvaient même pas sécuriser un quartier vu le nombre. Donc là-bas, le débat se posait autrement. Ici, moi, je parle en termes d'appropriation de l'industrie et du complexe qui va dans le cadre de la défense. Vous imaginez, le Centrafrique, là, c'est quand même 4,5 millions d'habitants. Pour que ça se développe, il faut au moins 500 000 fonctionnaires. Et sur les 500 000 agents de l'État, il faudrait que les forces de défense représentent au moins 200 000 hommes. Aujourd'hui, ils sont 20 000. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent même pas faire la sécurité de Bangui. Or, pour former 200 000 hommes, il faut du travail. Il faut du travail. Et dans cette perspective-là, il faut même qu'on accompagne Touadéra à analyser et à faire les bons choix maintenant. Les 10 000 là viennent, c'est une base russe, donc c'est un petit, c'est la diplomatie, c'est un espace qu'on confère à la Russie. À la Russie, oui. Économiquement, vous savez, chacun coûte au moins 4 millions le mois. On est à peu près à 400 000 milliards là. Donc c'est bon on peut s'arrêter là, c'est bon. Mais allons plus loin. S'ils viennent pour que les Centrafricains s'arment et se défendent, toutes les forces de défense centrafricaines doivent être autour de 200 000. Imaginons qu'on explique clairement aux Russes
qu'on veut les 3 choses qui font une différence, c'est-à-dire le paquetage de l'homme, de la tête aux pieds. Vous savez que, par exemple, dans le cas du Cameroun, on importe même les t-shirts de nos forces de l'ordre là. Vous mettez comme première condition qu'on va faire ça sur place. Et ils ont du coton. Et ils ont tout. Ils ont le coton. Et les Russes trouveront ça bénéf de venir produire de fer. Mais je dis, bon sang, il faut que Paul Biya, il faut que Sassou Nguesso comprenne qu'il est temps d'aller vers ça. Pour éviter quoi? Pour éviter le chantage sécuritaire. Parce que nous sommes dans un chantage sécuritaire à tous les niveaux. Et ça, c'est un élément de dissuasion que le Centrafrique est en train d'apporter. Par exemple, regardons Boko Haram. Attendez, comment Boko Haram vit? Les gens sont dans un espace totalement enclavé. Mais bon sang, qui donne les munitions à ces gens pour tenir? Ça passe par où? Parce que le port, c'est à Douala. Et l'autre port, il faut partir de fin d'Afrique de l'Ouest. Ils traversent comment? Si ce n'est pas la France et les autres qui les aident. Or, si nous nous entendons bien, et si nous tous nous partons dans cette dimension-là, et que nous avons donc ce complexe militaro-industriel, mais on va décider que c'est terminé. C'est-à-dire on n'aura même pas à négocier, on va dire, ok, à partir de demain, tous ceux qui prennent des armes contre l'État vont être rasés. Et les gens vont déposer leurs armes, parce qu'ils comprendront que le jeu est fini. Donc moi je dis, nous devons au contraire, c'est pour ça que moi je tiens à vous féliciter pour apporter de tels sujets comme ça. Nous devons dire au peuple qu'il est même temps que ceux qui ont encore les capacités de bien penser aillent vers le Centrafrique pour lui dire maintenant comment peaufiner et parachever cette démarche-là. Deuxième chose et dernière, il faut faire très attention aux lectures que l'Europe, le CODERM, l'Amérique du Nord expliquent. Quand il y a un phénomène et que vous les voyez prendre les devants, faites très attention à ce qu'ils avancent. Il y a combien de bases américaines et françaises en Afrique? Et vous savez combien d'hommes il y a à Djibouti? Mais c'est un pays, Djibouti n'existe plus, c'est les militaires qui sont là-bas. Et ce pays vit de ça. Et ailleurs en Europe, en Allemagne, la base de l'OTAN, c'est les Américains qui sont installés là-bas, ils ont combien d'hommes? Il y a même toute économie autour. On vend les véhicules d'occasion, on vend ceci. Il y a des gens qui ne s'équipent que là-bas. On vend les conserves. Moi, je connais des amis ici qui allaient là-bas faire leur marché. Quand on ravitaille tous les 2 ans là pour remplacer les équipements, c'est-à-dire les cartables et tout, il y a tout un marché. Donc, même sur le plan économique, c'est une démarche dont on peut tirer profit. Maintenant, il faut qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas la Russie qui va venir faire notre travail à notre place. Je l'ai dit d'entrée de jeu. C'est à chaque peuple de s'assumer. Mais on ne peut pas interdire. D'ailleurs, la perception de l'Afrique, c'est qu'il faut qu'on arrive vers un monde où on se considère tous comme humains. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que l'ère des leucodermes est l'ère de la barbarie. C'est le seul problème. Le monde entier peut s'entendre et tirer profit des richesses du monde. Mais les leucodermes sont des barbares. Ils n'aiment pas le bonheur des autres. C'est pour ça que leur système, c'est l'individualisme. Ce n'est pas le capitalisme. Tout le monde est capitaliste. Nous tous sommes capitalistes quelque chose. La confusion intellectuelle qu'on voulait installer en disant que les économies collectivistes, toutes les économies sont capitalistes. Même le collectivisme, même le communisme est capitaliste. Il dit que la partition, par contre, n'est pas individualiste. Il faut que tout le monde ait ce que moi j'appelle souvent, c'est un concept, le bonheur national brut. Il y a un minimum. Quand tout le monde l'a, tout le monde veut défendre la République. Mais quand certains confisquent pour eux seuls ce bonheur, mais c'est la guerre. Même chez eux, il y a cette guerre. Même en Europe, parce qu'ils font souvent comme si c'est en Afrique qu'il y a le plus de problèmes. Je dis non. Vraiment qu'on arrête de nous raconter des bobards. Tout, eux, c'est leur système. Par contre, nous, en Afrique, il y a quelques personnes qui ont décidé de jouer leur relais. Et il faut qu'on mette fin à la vie de ces personnes-là maintenant. Poliment, par une organisation structurée. Parce que rien n'est au-dessus du choix de bon sens des humains. Rien. Ça peut venir en retard, mais ça arrive toujours. Et c'est cette vérité qui est en train de triompher. Elle prend les escaliers marche par marche pendant que le mensonge fait des allers-retours en ascenseur. Donc nous n'avons pas peur et nous disons à Touadéra, va de l'avant, nous sommes prêts. Nous sommes prêts aujourd'hui à aller même travailler pour eux. Merci à vous, Dr Sor. Vous souhaitez rebondir? Juste une petite chose. En fait, je voulais... J'ai entendu... Alors, le docteur Sor, il parle de capitalisme. Lénine, il a parlé du capitalisme d'État. Et c'était justement pour cette inflexion. Mais l'élément que je voulais soulever, c'était relativement à la dernière constitution de la République centrafricaine. Cette constitution, elle est claire. Et c'est pour ça que je dis, c'est une question de vision et de phasage d'une dynamique. Je crois que maintenant,
Cette petite disposition assez curieuse dans cette constitution prend du relief et se comprend mieux. Dans cette constitution, il est dit, si vous prenez les armes contre l'État de RCA, c'est imprescriptible. Tous ceux qui veulent faire la politique, veulent contester quelque régime que ce soit, recevront le soutien financier et infrastructurel de l'État centrafricain. En fait, je crois que ça paraissait très bizarre. Oui, on disait qu'il veut soutenir le financement pour la corruption et tout le reste. Mais avec cette affaire, on comprend mieux. C'est-à-dire qu'on dit, ok, il va mettre en place des éléments de sécurisation du pays qui seront donc tels que il faut décourager tous ceux qui, soutenus par ceux qui sont contre la souveraineté et le développement du Centrafrique, voudront instrumentaliser quelques Centrafricains. Ce n'est pas si simple que ça. Et vous voyez qu'en réalité, le Centrafrique construit quelque chose de très complexe, mais d'extrêmement bien structuré, qui va permettre à ce pays-là, effectivement, de devenir probablement, comme le président Touadéra le dit, une puissance économique et industrielle en Afrique, et de pouvoir donc réaliser le concept qui lui tient à cœur, la richesse pour tous. Pour le Burkina Faso, le Mali, voire le Niger, avec notamment tous ces accords qui sont ratifiés et signés. Alors, est-ce que vous nous recevez toujours, Nestor? Je vous reçois. Allez-y, Nestor, allez-y. Alors, donc, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire que pourquoi la Centrafrique a accepté une base militaire russe chez elle? Parce qu'elle est seule, au fait. La Centrafrique est seule. Et moi, je comprends que pour le moment, il faut le faire parce que si on ne le fait pas, ça sera difficile. Parce que la Centrafrique est seule, entourée que des endocolons autour d'elle. Parce qu'aucun pays qui fait frontière avec la Centrafrique n'est réellement dans la dynamique révolutionnaire telle que le Mali, le Niger et le Burkina. Donc, je suis sûr que si le Mali ou le Burkina ou le Niger étaient seuls, c'était nécessaire de faire venir la base russe. Mais comme aujourd'hui le Mali, le Burkina, le Niger forment l'AES, c'est ça qui fait qu'ici, pour le moment, il n'y a pas de base militaire russe. Mais il n'y a que des instructeurs russes qui sont au Mali. Donc, en Centrafrique, comme c'est loin de l'Afrique de l'Ouest, donc pour moi, c'est un mal nécessaire. Et pour le moment, temporairement, c'est bon pour que ça soit une base dissuasive. Sinon, s'il n'y a pas cette base dissuasive, le troisième mandat de Touadéra sera très éprouvé et la France est capable de déstabiliser la Centrafrique et profiter, déstabiliser tout le reste de l'Afrique centrale. Et donc, pour moi, pour minimiser les dégâts, on dit qu'il faut peser le pour et le contre. Quel est le moindre mal? Il faut choisir le moindre mal. Donc, si la présence russe, base russe en Centrafrique, va empêcher sa déstabilisation, pour moi, c'est la bienvenue. Voilà, ça vaut mieux qu'une base militaire française ou bien la MINUSCA ou bien autre force, et soi-disant, c'est des forces d'interposition qui n'apportent pas la paix si ce n'est pas la destruction de ces nations-là. Donc, pour moi, les bases russes seront en Centrafrique. C'est au peuple gabonais de tout faire pour qu'il y ait un vrai changement. C'est au peuple tchadien de tout faire pour qu'il y ait un vrai changement. Parce qu'au Burkina, il y a eu coup d'État au Burkina, ça va. Au Mali, ça va. Au Niger, ça va. Et les trois dirigeants ont décidé de faire la volonté du peuple. Mais en Centrafrique, il y a eu des élections. Mais le président a décidé de faire la volonté du peuple. Il y a eu coup d'État au Tchad. Le militaire qui est venu, ce n'est pas la volonté du peuple. Donc, pour moi, je pense que c'est bon à prendre pour le moment pour permettre à la Centrafrique de se stabiliser, avoir une vraie souveraineté. Et quand la Centrafrique sera bien stabilisée, en ce moment, on verra bien. Mais d'ici là, notre souhait est que le Tchad vraiment revienne dans le giron pour être dirigé par un patriote qui tend vers la souveraineté. Aussi, ainsi que le Gabon et d'autres pays d'Afrique centrale. Je pense que cela va beaucoup aider la Centrafrique. Mais tant que la Centrafrique va être le seul pays en Afrique centrale qui collabore sincèrement, qui a un partenaire stratégique russe, elle va souffrir. Et même l'impérialisme peut la déstabiliser. Parce que nous avons vu plusieurs fois, ils ont tenté d'assassiner le président centrafricain. Donc pour nous, une base militaire russe en Centrafrique,
c'est une très bonne chose et que ça va beaucoup aider, ça va beaucoup plaire et ça va permettre de consolider le pouvoir de Bangui. Et pourquoi pas ne pas aussi, Bangui doit aussi jouer le jeu de leadership pour avoir d'autres pays dans lui sa dynamique aussi. Parce qu'il ne doit pas rester seul. Le Mali étant le premier en Afrique de l'Ouest, a tout fait pour avoir le Burkina, le Niger, et ce n'est pas fini. D'autres vont nous rejoindre très bientôt. Je sais que le Sénégal va nous rejoindre, la Côte d'Ivoire va nous rejoindre, le Togo va nous rejoindre, le Bénin va nous rejoindre, les autres pays vont nous rejoindre, ça c'est clair, nous sommes convaincus. Donc la Centrafrique aussi étant leader dans la région, ne doit pas se limiter seulement à elle seule. Le président Touadéra doit travailler à avoir les autres pays d'Afrique centrale avec lui pour qu'il fasse une vraie coalition. Ainsi de suite, nous pouvons même fusionner ça avec ceux de l'AES et ça va devenir une grande force. Et les États-Unis peuvent partir de là. Donc voilà un peu comment moi j'analyse la situation. Mais la présence russe en Centrafrique, une base militaire russe en Centrafrique, à l'heure actuelle, elle est la bienvenue parce que la Centrafrique est sérieusement menacée. La Centrafrique est sérieusement menacée. Donc une base militaire russe en Centrafrique actuellement, c'est la bienvenue. Il faut l'accepter pour le moment et afin de pouvoir pacifier la Centrafrique, la rendre forte, avoir d'autres pays qui font voisinage avec lui. Voilà. Merci à vous, Nestor Podassé. Vous êtes aligné sur les dynamiques ou du moins les arguments de vos copanélistes sur le plateau. Je pense qu'on va progresser dans ce débat en parlant cette fois de la visite de travail du Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Ziéné, aux côtés notamment d'une importante délégation composée des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et même des membres du gouvernement, a donc effectué une visite de travail cette semaine. Il s'est rendu à Moscou du côté de la Russie, il s'est rendu en Turquie, à Ankara ou encore en Iran, à Téhéran. Sur place, des échanges ont porté notamment sur les moyens de renforcer, voire d'intensifier les relations dans divers domaines. On parle des domaines sécuritaires, sur le plan commercial également, les mines, l'énergie ou encore les infrastructures. Alors, quelle plus-value, parlant justement de cette diplomatie offensive de Niamey, nous en parlons dans le cadre de cette émission d'International. Dr Yamtimba, l'axe Ankara-Téhéran-Moscou est présenté par le bloc occidental comme étant l'axe du mal. Quand on voit le ministre nigérien s'y rendre, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Les Européens bavardent trop. L'axe du mal, on leur a fait quoi? Les Iraniens leur ont fait quoi? Les Turcs leur ont fait quoi? Les Russes leur ont fait quoi? Vous tirez des balles dans le pied tout seul et vous dites que c'est les autres qui font du mal. Ils vous ont fait quoi? Je crois pas. Ce qui est intéressant quand on regarde les trois capitales, c'est qu'on voit très bien que le Niger aujourd'hui déploie une stratégie qui est assise sur les trois moments les plus importants d'un pays qui sort qui réalise sa révolution, sa mue politique et historique. Vous avez besoin d'assurer votre sécurité, c'est la priorité des priorités. Et lorsque cette priorité est assurée, vous devez pouvoir vous attaquer aux aspects de production et de distribution. N'oubliez pas le propos de Thomas Sankara. Thomas Sankara disait, nous ne voulons pas avoir des paresseux dans notre pays, parce que la révolution ne peut pas réussir lorsque le peuple ne mange pas. Vous ne pouvez pas réussir une révolution dans ces conditions-là. Et à la fin, vous avez des éléments de formation de votre peuple. Ces trois éléments sont extrêmement importants. Et Moscou et Téhéran représentent particulièrement le creuset de tout ce qui est sécuritaire et de tout ce qui est formation. Je crois qu'en fait, Ankara est beaucoup plus une étape économique. Parce qu'on sait que la Turquie, elle a quand même, qu'on le veuille ou pas, on observe qu'elle est intéressée par l'Afrique et elle essaye d'investir massivement sur le continent africain et particulièrement dans les pays où il y a une présence musulmane importante. Et vous observerez donc Moscou aujourd'hui est dans une attitude de relecture de ses relations avec l'Afrique. Tout à l'heure, nous avons parlé d'une base militaire à Bangui. Oubliez que ce soit uniquement une question sécuritaire, c'est également une question économique. Quand vous avez 10 000 personnes quelque part, vous n'allez pas les nourrir en parachutant de la nourriture là-bas. Vous n'allez pas les habiller ou même simplement de l'eau qu'ils doivent boire ou simplement
les soins, c'est-à-dire que les produits de soins qu'ils doivent utiliser, on n'avait pas les parachuter tout le temps. 10 000 personnes, c'est énorme. Et donc, il y a un aspect économique extrêmement important. Et vous voyez que la Russie cherche les bons créneaux, les bons axes. Il y a eu toutes ces critiques autour d'elle en disant oui, mais en Afrique, ils ne font que de la sécurité. Et la sécurité, au fond, derrière, c'est qu'ils veulent seulement vendre leurs armes. Ils veulent seulement positionner ce qu'on appelle Wagner. Et donc, ils n'apportent aucune réelle valeur ajoutée. Mais allez dire aux Centrafricains, même si ce n'est rien, la sécurité, ce qu'elle représente en termes de valeur ajoutée. Allez dire aux Nigériens ce que ça représente, la sécurité, ce qu'elle représente en termes de valeur ajoutée. Allez au Burkina, au Mali, demandez-leur ce que ça signifie, quelle est la valeur ajoutée que représente la sécurité. Quand on ne le sait pas, on ergote, on dit n'importe quoi, et en plus on a tellement envie de diaboliser l'autre, on fait de la propagande de guerre. Or cette propagande de guerre en Afrique, elle ne passe plus. Et cette espèce de réinterprétation de ces relations avec l'Afrique, après le dernier sommet Russie-Afrique, au cours duquel, je crois que vous aviez été là, Madame Siquet, vous avez entendu que l'aspect économique préoccupait de plus en plus et il cherchait les meilleurs moyens de pouvoir s'y investir massivement. Et il y avait l'aspect de la formation des cadres qui préoccupait la Russie, qui disait nous sommes prêts à former autant que nos capacités d'accueil et de formation peuvent en accueillir pour pouvoir vous accompagner, parce que ce qu'il faut, il faut quand même qu'il y ait demain une main-d'œuvre qualifiée, abondante sur le continent pour pouvoir faire quoi? Eux, ils n'ont pas oublié la révolution la révolution soviétique. Ils n'ont pas oublié quelque chose qui, dans l'histoire, sera appelé, qu'on le veuille ou pas, la révolution économique poutinienne, nationaliste et économique poutinienne, qui a été de former des centaines et des centaines de millions, des milliers de jeunes gens chaque année dans les sciences et dans l'ingénierie. Et c'est grâce à ça que la Russie a pu tenir son rang. Beaucoup de gens ne le savent pas aujourd'hui. En 1998, la Russie, si on compare à un pays aujourd'hui, c'était pas très loin de n'importe quel pays moyen d'Europe de l'Est, aux yeux des Occidentaux, aux yeux des Européens ou des Américains. Et donc, ils se sont battus, ils sont arrivés au niveau de l'expertise la plus pointue dans beaucoup de domaines aujourd'hui. Et ça, le Premier ministre du Niger, c'est ça qu'il va chercher. Il va chercher à consolider tout ce qui est sécurité. Le général Modi en a parlé, il faisait partie de la délégation. Et qu'un certain nombre de choses vont se mettre, des opérations précises vont être déroulées d'ici quelques temps. Mais il y a derrière la composition même de la délégation qui nous indique ce qu'ils sont allés chercher. Ministre d'un certain nombre de questions économiques à côté de tout ce qui est sécurité. Et je crois que l'Iran, qu'on a exclu, parce que n'oubliez pas le marché de l'uranium, l'Iran cherche des sources d'approvisionnement en Afrique depuis longtemps. On a failli créer une révolution de couleur au Sénégal parce qu'il y a eu des discussions engagées dans ce sens-là. Beaucoup de Sénégalais ne savaient même pas qu'ils avaient de l'uranium. Vous vous souvenez de la polémique? Alors qu'il y en a. Et il y a le fait que l'Iran est intéressé par l'uranium nigérien. Il y a le fait que l'Iran représente aujourd'hui une opportunité de formation dans les sciences et dans l'ingénierie que les pays africains doivent regarder de très près et commencer sérieusement à solliciter. Et je crois que le Niger, pour cela, doit être encouragé pour avoir, pour porter cette demande de l'Afrique et battre en brèche tout le débat européen et américain sur oui, ils sont en train de trouver de nouveaux maîtres, nous sommes d'accord avec la diversification de leurs partenaires. Vous êtes qui pour dire aux Africains que vous êtes d'accord ou pas sur la diversification de leurs partenaires? Vous êtes qui? Vous pouvez parler, tenir de tels propos sur les partenariats que vos États sont en train de conclure ou de gérer, avec des choses assez bizarres où vous empêchez les autres d'acheter du pétrole ou du gaz russe, mais vous-même vous l'achetez en sous-main. Il y a quand même là quelque chose qui ne va pas et vous venez donner des leçons aux gens sur les partenariats qu'ils peuvent structurer. Je crois que les Américains devraient s'interdire de telles positions sur la scène internationale parce que même les Africains
et j'ai l'habitude de le dire, ils croient que certains sont leurs ennemis en Afrique, mais personne n'est leur ennemi. Si vous êtes africain et que vous êtes l'ennemi des États-Unis, vous êtes l'ennemi des 60 millions d'Africains qui sont américains. Les Africains ne peuvent pas se permettre une telle erreur stratégique, une telle faute. Même pas une erreur, c'est une faute stratégique. Nous disons simplement aux Américains, n'envenimez pas le débat en Afrique. Ouais. Parce que si vous l'envenimez, vous avez 60 millions d'Africains qui sont citoyens américains. Comment vous gérez ça? Vous créez un conflit intérieur aux États-Unis entre vous et votre propre population en insultant l'Afrique. Donc, il ne faut pas prendre ce genre de position qui n'ont aucun sens. Et je les ai vus prendre une position, par exemple, sur l'Afrique du Sud. Vraiment, je fais une parenthèse, mais c'est pour démontrer quelque chose. Quand l'Afrique du Sud a décidé de saisir la Cour internationale de justice sur le génocide en Palestine, mais l'Afrique du Sud sait très bien mieux que tout le monde ce que c'est que l'apartheid. Et le système qui est installé là-bas, c'est l'apartheid. Et il n'y a que 2 pays qui l'avaient vraiment vécu de manière systémique. C'est les États-Unis avec la ségrégation, évidemment, mais les États-Unis ne veulent pas aller attaquer Israël, et l'Afrique du Sud qui l'a vécu. Et c'est ça qui a produit Mandela, que tout le monde respecte. Et donc, la situation aujourd'hui avec ce qui est en train de... Cette tournée du Premier ministre du Niger va dans le sens, et il faut que les Européens et les Américains le comprennent comme ça, dans le sens de l'apaisement des relations internationales. Nous devons toujours rappeler à ces gens-là que les actions des Africains visent l'apaisement. Lorsque vous diversifiez vos partenaires stratégiques, vos partenaires dans les différents domaines de la sécurité, de l'économie, de la formation, en fait, vous créez une détente. Parce que comme vous avez des cadres qui demain viendront de partout, comme vous avez des investissements qui demain viendront de partout, vous êtes un espace qui ne peut pas supporter la guerre. Quand vous portez un plateau d'œufs, vous ne cherchez pas la bagarre. Et les œufs, ça peut venir donc de différents poulaillers. Et vous n'avez pas envie d'être en bagarre avec les différents propriétaires de ces poulaillers. L'attitude des Africains est une attitude de paix. Et je crois que ces implications géopolitiques que j'essaie de soulever, c'est pour dire qu'il faut que tous les autres présidents africains prennent de la graine. L'Iran n'a aucun problème avec les Africains. En dehors de... On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais l'Iran n'a pas de colonie en Afrique. L'Iran n'a pas une monnaie nazie en Afrique. L'Iran n'a pas de base militaire pour sécuriser des marchés et martyriser les populations africaines en Afrique. L'Iran n'en a pas. Pourquoi est-ce que nous n'irions pas dans un pays qui a atteint un niveau de développement technologique et scientifique exceptionnel et une qualité de vie qu'il n'avait pas il y a 30-40 ans? Pourquoi nous n'irions pas nous inspirer de ce qu'ils font? Et je crois que c'est en ce sens que la tournée du Premier ministre va apporter des réponses qui vont peut-être être la manière d'ouvrir la voie sur les nouvelles dispositions économiques de la Russie, sur les efforts de la Turquie, mais surtout sur comment faire les affaires et comment organiser les relations internationales entre l'Iran et l'Afrique. Merci à vous, Dr Yamtimba, Dr Soro. On poursuit avec vous, on rappelle que nous sommes presque au terme de cette émission, mais on poursuit notre tour de table en ce qui concerne cette thématique. Hier encore, on en parlait, cette sortie américaine. Dr Yam est revenu également là-dessus. Les États-Unis, oui, on n'a pas de problème si vous diversifiez vos partenaires ou partenariats, mais voilà, la Russie nous dérange. En tout cas, le Niger s'est tourné vers, entre autres, la Russie. On parle de Moscou, Ankara, Téhéran. Un séjour assez révélateur quand même pour ce pays, le Niger. Oui, mais c'est révélateur pour toute l'Afrique. Comme on sort de l'émission, moi je vais parodier, je vais dire, prenons les anagrammes comme on veut. Moscou, Ankara, et puis Téhéran. Mobilisation active pour la transformation. Maté. Prenons Ankara, Téhéran, Moscou, acquisition technique et méthodique. C'est-à-dire quoi qu'on dise. Les 3 pays que nous citons là sont ceux en dehors de la Chine dont les économies se portent le mieux, malgré la crise. Et les gens africains, comme nous sommes confinés par un nazisme médiatique, vous avez des experts toujours bien habillés dans les plateaux de télévision, des autres qui viennent vous raconter que oui, l'économie iranienne va s'effondrer bientôt. Mais attends, l'Iran depuis 10 ans est au-dessus de 4% de taux de croissance. Depuis 10 ans, malgré
les embargos de tout le monde. L'Iran a l'un des revenus par habitant le plus élevé au monde. Un pays sous embargo, dont on taxe souvent de tous les noms d'oiseaux. Et la Turquie est la seule économie européenne qui se porte bien, hors Union européenne. C'est-à-dire même les Européens le reconnaissent. La Turquie a su se construire un modèle qui résiste aux jeux et aux enjeux des manipulateurs de la haute finance. Vous savez qu'il y a les crises partout en Europe. Toutes les économies européennes sont fragilisées. Mais la Turquie tient la route. La Russie, nous tous nous voyons. Ils avaient sorti leur armada, sorti le RIB, sorti ceci. Eux-mêmes reconnaissent que la Russie tient tête. Mais parce qu'ils ne disent pas que la Russie est première sur beaucoup de domaines. La Russie est première, comme là aussi je vais aller, comme ils sont premiers aux échecs et aux jeux indoor. C'est-à-dire que ce que les Européens ne comprennent et ne veulent pas accepter. Donc, en allant vers ces pays, on a simplement décidé de ne plus obéir aux ordres du sous-développement. La France est présente par 1000 coopérations avec nous, avec son Union européenne. Depuis 60 ans, il n'y a rien. Prenons le Cameroun, il y a quoi? Pour qu'un chef d'État de la zone se soigne, il va en Europe. Mais depuis 60 ans, il n'a pas arrivé à se faire un hôpital digne de ce nom avec son partenaire français. Donc, moi, je pense que le ministre nigérian a compris une chose. La Russie ne vient pas nous dire de lui vendre notre sous-sol. Il y aura des hommes d'affaires qui vont le proposer, mais ce n'est pas leur disposition. Ils nous disent seulement que nous venons chez vous parce que nous pensons que vous avez compris qu'on peut vivre ensemble sans vouloir être l'un esclave de l'autre. Oui. C'est à nous de saisir la balle au bon. Et le Niger est en train de faire une bonne démarche. Et je crois qu'il est temps que les Africains décident de vivre autrement. Merci à vous, Dr Soro. Nestor, pour sortir définitivement peut-être de cette émission, quelle interprétation faites-vous justement de cette démarche qualifiée d'apaisement des relations internationales par le Dr Yamtimba sur le plateau? Le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zine qui se rend du côté de Moscou, Téhéran ou encore Ankara. Ceci en une semaine. Est-ce que Nestor est toujours avec nous? Un mot de fin, docteur Yamtimba, sur le sujet. Rapidement, oui. Enfin, juste pour dire que... Je ne sais pas trop, Nestor qui voudrait revenir. Le temps peut-être pour... D'accord. Allez-y, Nestor. Allez-y, Nestor. Votre micro est désactivé, Nestor. Ok, il n'y a pas de problème, on peut aller. Allez-y. Donc, vous parlez de la collaboration, la sortie du Premier ministre pour aller en Iran, à Moscou et ici en Ankara. Oui, allez-y. Je pense que du moment que le Mali collabore avec la Russie, la Turquie et l'Iran, le Burkina aussi fait pareil. C'était de bonnes guerres c'était normal pour le Niger aussi d'emboîter le même pas. Puisque si vous êtes ensemble dans une alliance, il va falloir que nous ayons aussi les mêmes partenaires internationaux. Si on n'a pas les mêmes partenaires internationaux, ça peut causer problème à l'interne même du fonctionnement de l'AES et du bonne ambiance. Mais si nous avons tous les mêmes partenaires à l'extérieur, naturellement, ça renforce encore plus vos relations à l'intérieur de l'AES. Je pense que c'est ce que le Niger a compris et elle a commencé à faire les mêmes démarches que le Mali et le Burkina. Donc pour moi, naturellement, le Burkina est passé par là, le Mali est passé par là. Donc c'est juste une formalité, ils sont allés pour accomplir. Sinon, je pense que c'est des choses qui sont déjà tracées avant même qu'ils n'arrivent au pouvoir. Puisque le Mali a cheminé, on a vu, Burkina a emboîté le pas, et Niger arrive, il suffit juste d'aller se formaliser et puis les choses vont bien fonctionner à la base. Et vous allez voir que ça va aller très vite. Parce que pour le Mali, on a vu, c'est venu à contre-goutte, c'est pas allé trop vite comme ça. Pour le Burkina aussi, au début, c'était un peu lent, mais c'est parti très vite vers la fin. Et maintenant même, ça s'accélère vite. Donc, pour le Niger, ça va aller encore beaucoup plus vite par rapport à nous. Oui. Merci à vous, Nestor, pour sortir, Dr Yamtimba. Écoutez, je voulais simplement dire que la dynamique de l'AES est une leçon extrêmement importante pour nous tous. Une dynamique si vous voulez, de convergence de vues et de consensus, à la fois de consensus et de consentement. Ces mots, parfois, on peut les prendre, mais le consensus, c'est qu'on arrive à quelque chose, on s'entend tous, mais le consentement, ça veut dire que
on laisse couler, laisse aller un certain nombre de choses en sachant, en faisant confiance à ceux qui sont là, et on accepte quelque chose en se disant ça va se faire parce que les autres, ceux qui veulent agir, agissent dans le bon sens. Donc je crois qu'il y a cette triple dimension qui nous permet aujourd'hui d'observer avec beaucoup d'intérêt la manière dont ils organisent leurs relations. Mais il reste que dans tous les cas, les partenaires qui sont présentés là et chez lesquels se rend le Premier ministre du Niger avec sa délégation, nous permettent de dire que la démarche de réorganisation, ou si vous voulez la démarche d'enrichissement, c'est même pas une réorganisation, la démarche d'enrichissement des relations entre la Russie et l'Afrique, subséquente au fait que la Russie ne veut pas rentrer dans la dynamique de domination de l'Afrique, parce qu'en même temps, ça représente à la fois la préservation de sa propre liberté, mais également l'opportunité d'avoir un partenaire sûr. Parce que ce que la Russie fait là, ce n'est pas parce que la Russie est hyper philanthrope. La Russie, c'est qu'en le faisant, elle s'aménage un partenaire sûr. Et ce partenaire, il faut simplement pouvoir le tutorer pendant qu'il est encore fragile pour l'aider à grandir. Aujourd'hui, entre parenthèses, on ne s'en rend pas compte, mais la Chine sait pouvoir compter sur la Corée du Nord. Parce que quand les puissances nucléaires s'asseyent, vous ne parlez pas n'importe comment. Si la Chine veut, quelquefois, observez bien, il y a des prises de position de la Corée du Nord. Vous sentez très bien que c'est la Chine qui aurait dû dire ça, qui aurait dû prendre cette position. Mais pourquoi c'est la Corée du Nord qui le prend? Mais c'est la Corée du Nord qui le prend parce qu'elle le peut désormais. Elle le peut désormais. Et ça sécurise clairement leur espace de l'Extrême-Orient. Et ce que la Russie est en train de créer, ou ce sur quoi la Russie est en train de travailler, c'est de s'assurer qu'en fait, il va y avoir un allié, elle va avoir un allié objectif fort, puissant, qui va se construire d'ici quelques décennies. Et dans 2030, 2050, 2100, ça va sérieusement réduire l'impact de la pression européenne et américaine, en tout cas de l'empire euro-américain, sur le reste du monde et sur elle-même. Parce que tout ce qui se passe là, au niveau de l'OTAN, l'élargissement de l'OTAN, vous pouvez être sûr que pour le moment, les Africains ne prennent vraiment pas position dessus, ou très mollement. Mais imaginez un seul instant que l'AES se forme, que l'AES devienne une puissance économique, que l'AES désormais dispose d'une industrie propre qui en fasse un pays développé. Que le Centrafrique, à partir de tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, dans le cadre de cette phasage de la vision du président Touadéra, que l'Afrique centrale suive et que, avec l'aide de la Russie, de l'Iran, de la Chine et de tous ses partenaires des BRICS, on arrive à une telle capacité économique, industrielle et surtout à avoir une position géopolitique suffisante. Vous comprenez très bien qu'à ce moment-là, la Russie saura que quand il faudra parler de tout ce qui concerne sa sécurité, mais elle ne parlera pas seule. Il n'y aura pas que la Chine qui l'aidera, mais il y aura tout le soutien de l'Afrique, qui représentera en 2050 2,5 milliards de personnes, qui représentera le tiers de la population mondiale en 2100, et qui sera donc le marché le plus important, si jamais, et pire, probablement le pays le plus puissant, si l'Afrique accepte de construire l'État fédératif du continent. Voilà la stratégie. Merci à vous, Dr Yamtimba. Et nous sommes d'ailleurs arrivés au terme de cette édition de l'International sur For You Media Africa. Merci également à vous, Dr Soro. Sans oublier Nestor Podassé. On le rappelle, chers téléspectateurs, vous vivez également la Coupe d'Afrique des Nations à travers la 96.3 FM For You Radio. Les programmes se poursuivent sur votre télévision For You Media Africa. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Nguéné. Merci à vous, Siki Ndoumbe. On ne saurait d'ailleurs terminer sans toutefois remercier l'ensemble de l'équipe, la réalisation. Portez-vous bien. Le programme se poursuit sur For You Media Africa.